Mais au-delà de tout cela, la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas simplement une affaire sénégalo-sénégalaise. C'est pas entre simplement les citoyens sénégalais. Et la raison pour laquelle nous voulons tenir cette émission aujourd'hui, c'est parce que des choses qui se passent au Sénégal sont savamment mûries de l'extérieur et il y a une main étrangère derrière et ce n'est nul autre que la France. Alors, c'est la raison pour laquelle on a invité aujourd'hui Emmanuel Desfourneaux. Emmanuel Desfourneaux, juriste, observateur politique qui intervient régulièrement dans le débat politique et médiatique à travers ses très belles contributions écrites. Alors, c'est pour cette raison que nous avons jugé nécessaire aujourd'hui et pertinent d'inviter Emmanuel Desfourneaux par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal avec la manifestation interdite de l'opposition, d'avoir son éclairage sur la situation politique au Sénégal, mais à travers cette main étrangère française donc, qui fait acte d'ingérence dans la politique, dans les affaires intérieures du Sénégal. Alors, Emmanuel Desfourneaux, bonjour. Bonjour, Lamine. Merci d'accepter notre invitation. Vous suivez comme nous autres, nous tous, ce qui est en train de se passer au Sénégal, une situation assez tendue. D'heure en heure, la situation pourrait évoluer et d'un côté comme de l'autre. Mais on va d'abord commencer par votre dernière sortie médiatique à travers une contribution écrite publiée sur votre page et reprise par Jafna et d'autres sites. Vous parlez de Macky Sall comme la pièce maîtresse de la stratégie macronienne en Afrique. Sur quoi vous vous basez pour tenir de tels propos vis-à-vis envers Macky Sall? Mais tout simplement, je veux juste vous rappeler une réalité qui prévaut en droit international et sur la scène internationale. C'est que la puissance française repose essentiellement sur ce qu'on appelle le multilatéralisme. D'ailleurs, dès que Emmanuel Macron a été élu, il s'est rendu à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, et a tenu un discours très fort en faveur du multilatéralisme, contrairement aux États-Unis qui doivent leur puissance uniquement à travers l'unilatéralisme. Ils n'ont pas besoin du multilatéralisme, à l'opposé de la France qui a besoin finalement pour peser sur la scène internationale du multilatéralisme. Et pour cela, il lui faut absolument des alliés. Et ces alliés, j'allais dire historiques et naturels, on les cherche où? En priorité en Afrique. Et surtout, évidemment, sur ce qui a toujours été le Sénégal. Il y a une place à part. Même on parle très souvent dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et d'autres États, mais le Sénégal a toujours une place vraiment à part d'un point de vue historique, c'est indéniable. Et pour aller plus en avant dans les détails, il y a effectivement une conjonction d'intérêts entre le Sénégal et la France. Vous remarquerez que Emmanuel Macron a été donc président, et d'ailleurs cela se termine là dans quelques jours, du Conseil européen, de l'Union européenne. Il l'a présidé en même temps que finalement Macky Sall a été et encore président de l'Union africaine. Il se dit même, je rapporte des propos de spécialistes en France que Emmanuel Macron était largement intervenu auprès de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union africaine est largement dépendante économiquement, en tous les cas en ce qui concerne son budget de l'Europe, était largement donc intervenu pour favoriser cette élection en faveur de Macky Sall. Et il y a des dossiers extrêmement importants donc qui convergent entre le Sénégal et la France, et plus particulièrement aussi entre l'Europe et l'Afrique. C'est évidemment la réforme monétaire, l'éco. On a besoin de soutien. Celui, évidemment, on le connaît, c'est celui de Ouattara, mais également de Macky Sall. On a besoin pour finalement parvenir à cette réforme monétaire et donc l'éco. Et puis, je le répète, sur la scène internationale, il nous faudra toujours l'appui du groupe africain, et donc il faut compter sur des présidents qui sont acquis
à notre cause. Voilà. Donc ça paraît, j'allais dire, une évidence, et vous voyez d'ailleurs à travers les voyages qui ont été faits récemment de Macky Sall en France, même si c'est une habitude, j'allais dire même une coutume de la part des présidents sénégalais de se rendre assez souvent à Paris, mais l'inverse aussi est vrai, puisque au moment où Khalifa Sall était en prison à Dakar, il y a eu la visite, et pas un mot d'ailleurs, alors là il n'y a pas eu d'ingérence, hein, on peut pas reprocher à la France d'ingérence, mais lorsqu'il fallait parler peut-être de la démocratie, on n'en a eu aucun mot. C'était le dernier déplacement d'Emmanuel Macron au Sénégal lors du forum sur l'éducation. Il y a un lien très fort de toute façon entre les autorités. Donc c'est comme de part et d'autre, chacun cherche à protéger les intérêts des autres, et pour y parvenir de la part de la France, c'est d'avoir des suppôts ou d'avoir ses auxiliaires en Afrique, donc qui vont perpétuer et conserver. Oui, sachant que c'est un deal gagnant-gagnant. Hein. On parlera peut-être de la rencontre avec Nicolas Sarkozy. Mais justement, on en vient là récemment, Nicolas Sarkozy qui était au Sénégal en visite. Selon le communiqué officiel qui est sorti, c'était de dire que c'est pour préparer la visite, le voyage du président Macky Sall en Russie, en vue d'intervenir avec son titre de président de l'Union africaine. Mais dans votre dernière sortie médiatique, vous dites que c'était plutôt une suite de ce qui s'est passé au mois de février-mars 2021, une situation dans laquelle Macky Sall s'est vu surprise par tout ce qui se déferlement de cette jeunesse-là, les grandes manifestations. Et par la suite, il y a tout un arsenal logistique de répression mis en place. Les chefs de sécurité qui assurent la sécurité ont été remplacés. Et Macky Sall qui cherchait à reprendre du poil de la bête et de continuer, comme vous le disiez tout à l'heure, donc à assurer les intérêts français au Sénégal. Et donc cette visite-là, c'était comme une forme d'assurance de la part de l'Élysée, donc pour montrer qu'on contrôlait, on continuait d'avoir une mainmise sur le Sénégal et de continuer à avoir le contrôle sur le Sénégal à travers le président Macky Sall. Mais en plus de cela, vous dites c'est aussi pour montrer qu'on neutralise Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF. Alors, qu'est-ce que vous savez, Emmanuel, qu'on ne sait pas? Comme je le disais tout à l'heure, on a parlé de plus dans le communiqué officiel d'autres choses, mais pourquoi cette visite-là s'inscrivait dans ce cadre d'assurance, comme quoi on était en mesure de neutraliser Ousmane Sonko? Pourquoi Ousmane Sonko et pourquoi Nicolas Sarkozy dans ce voyage-là? Oui, alors, au préalable, il faut savoir que Nicolas Sarkozy et Macky Sall sont très proches. Ils ont été ministres de l'Intérieur en même temps, et donc ils se connaissent très bien. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il intervient en Afrique, il le fait plusieurs casquettes. Tout d'abord, c'est un homme d'affaires. Il est membre de différents conseils d'administration, et pas les moindres, de grandes multinationales françaises. Je pense notamment au groupe Accor, mais aussi Casino et autres. Il est également, et c'est ça qui est important, aussi émissaire de l'Élysée. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il ne se déplace pas, on ne reçoit pas un ancien président sans que il y ait eu au préalable une organisation de son voyage entre l'Élysée et Nicolas Sarkozy. Ça, c'est évident. C'est une évidence. Ça, c'est et ce qui est d'autant plus important, c'est que Emmanuel Macron, au regard des déboires qu'il a connus lors de son premier mandat, se fera sans doute plus absent sur la scène africaine. C'est une évidence. Le cas du Mali, il le vit finalement très mal, et donc on va revenir finalement à une époque des émissaires. Et Nicolas Sarkozy, on est l'illustration parfaite finalement de ces personnes intermédiaires qui se déplacent pas forcément avec des valises, mais en tous les cas qui sont toujours l'intermédiaire finalement de plus grands qu'eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, d'Emmanuel Macron. Et puis Emmanuel Macron est très occupé
à travers la question de l'Ukraine, de ce qui se passe en Europe de l'Est, et donc il lui faut aussi s'appuyer sur des personnalités comme Nicolas Sarkozy. Alors, pour répondre à votre question, et je crois que c'est le nœud du problème, si vous me permettez, c'est que oui, j'ai effectivement relié ça à mars 2021. La France n'avait jamais envisagé mars 2021. Malgré, j'allais dire, tous ces services, l'ambassade de France, qui est l'une des plus grandes d'Afrique, à Dakar. Excusez-moi, je vous laisse replacer ça, Emmanuel. Pardon. Voilà. Et donc, il y a en effet tous les services à disposition donc de la France n'ont pas été capables d'anticiper les émeutes 2021, comme ils n'avaient pas été capables d'ailleurs d'anticiper les coups d'État au Mali, au Burkina Faso ou encore en Guinée. Donc, il y a une forte inquiétude de la part de la France. Parce que, si vous avez parlé d'une pièce maîtresse pour ce qui concerne Macky Sall, Dakar est vraiment une pièce maîtresse dans la stratégie africaine de la France. C'était vraiment un domino, c'est-à-dire que si Dakar tombe, vous verrez finalement l'influence française en pâtir. Donc, il est évident qu'à partir du moment où les autorités françaises n'ont pas été capables d'anticiper les émeutes de 2021, ils considèrent que le Sénégal est dans une zone rouge, c'est-à-dire d'instabilité. C'est d'autant plus vrai, et ça c'est extrêmement important, et c'est une théorie, enfin c'est ma théorie de sciences politiques que je veux partager avec vous, c'est que jusqu'à maintenant dans la vie politique sénégalaise, on a finalement connu ce qu'on peut appeler des forces opposantes. Normal, jeu classique finalement dans une démocratie. Ça a été le cas durant notamment pendant les 40 ans du règne des socialistes, où vous avez eu un opposant historique avec Maître Wade, où on souhaitait finalement une alternance. Ça a été le cas du SOPI en 2000. Mais là, ça va plus loin que la question de l'alternance finalement, ce qui oppose Ousmane Sonko au régime de Macky Sall. C'est véritablement une vision de société qui est en jeu. Je dirais même, ce n'est pas simplement la démocratie qui finalement n'est qu'un attribut, qui est nécessaire, mais qui n'est qu'un attribut. C'est la République dont il est question, et de l'avenir de la République sénégalaise. Et là, on voit qu'on n'a pas forcément des forces opposantes. Les forces opposantes, vous pouvez toujours vous mettre autour d'une table, discuter, comme ce fut le cas à l'époque avec Maître Wade, où même Maître Wade était entré d'ailleurs dans le gouvernement d'Abdou Diouf. Mais là, c'est très différent. C'est plus des forces opposantes. Elles existent toujours parce qu'il faut toujours lutter pour la démocratie au Sénégal, et on le voit bien aujourd'hui à travers les élections législatives. Mais en plus de ça, vous avez ce que j'appelle des forces donc contradictoires, c'est-à-dire des forces qui finalement ne peuvent jamais se croiser et ne peuvent jamais se mettre autour du table parce que elles ne tirent pas dans le même sens. Et c'est en ce sens qu'il y a une véritable instabilité politique naissante au Sénégal, et on le voit bien, et Ousmane Sonko en est une figure réelle. Et là où on peut regarder l'histoire de la vie politique sénégalaise dans un miroir, ça nous rappelle vraiment les années 60. Au Sénégal, lorsque Mamoudia était opposé à Senghor. Là aussi, il y avait finalement cette idée de force opposante où Mamoudia incarnait un régime, une vision plus socialiste, plus de gauche, sans doute plus proche. C'est ce qui faisait peur d'ailleurs à la France, parce que vous voyez, là il y avait tout le temps la France finalement, qui était dans le jeu politique de la vie sénégalaise, la vie politique sénégalaise, et ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé que finalement la France a eu la peau de Mamoudia. Ça s'est terminé que Mamoudia a été condamné par la haute cour de la justice à de nombreuses années de prison, et aussi avec un autre homme que l'on oublie dans l'histoire politique sénégalaise. Il s'agit du jeune ministre de l'Intérieur dans les années 58, lorsqu'il s'était
ce qu'on appelle les pancartes, le fameux mouvement des pancartes au Sénégal, et lorsqu'il s'était opposé à la venue notamment du général de Gaulle, et qu'il ne souhaitait pas dire oui au référendum, il souhaitait l'indépendance, et il avait étonnamment tenu des propos, c'était Valdiodio Ndiaye, il avait tenu des propos qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Il avait dit nous avons 3 objectifs finalement dans le nouveau Sénégal, c'est l'indépendance, l'unité africaine et la confédération. Vous voyez, à travers aussi Ousmane Sonko, il est bien question encore de souveraineté et il est bien question encore d'indépendance. On en parle encore. Aujourd'hui, ces mots sont encore, j'allais dire, révèlent quelque chose encore. Et là, on a une histoire qui peut bégayer. Et c'est pour ça que lorsque Nicolas Sarkozy se déplace et a une entrevue qui n'est pas passée inaperçue, on aurait pu, il aurait pu venir en catémini, mais on a fait savoir qu'effectivement, on a reçu Nicolas Sarkozy. C'était aussi pour bien montrer aux investisseurs étrangers et a fortiori aux industriels français que le bateau sénégalais n'était pas en train de naufrager et que à la barre il y avait toujours le capitaine, le commandant Macky Sall. Et vous savez, les industriels français et les industriels de façon générale, ils n'aiment pas ce qu'on appelle les facteurs finalement d'instabilité. Et depuis mars 2021, comme je le disais au tout début de mon intervention, le Sénégal est plongé dans ce qu'on appelle l'imprévisibilité politique. On le voit bien aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il en viendra de cette manifestation qui est interdite par le préfet de Dakar, mais également par le préfet de Ziguinchor. On ne connaît pas l'issue de cette journée, et donc évidemment à cette occasion s'en prendre. Mais neutraliser Ousmane Sonko, parce que c'est fort quand même, un ancien président de la République française, donc qui fait le déplacement au Sénégal, et vous, comme vous l'avez dit dans votre texte, donc pour montrer qu'on a réussi à neutraliser, le mot est fort, ça renvoie à quoi exactement? Est-ce que c'est simplement au niveau politique, avec ce qu'on a connu avec le rejet et l'invalidation de la liste, ou ça parlait plus loin, et je vais même étendre la question, pourquoi le personnage, vous avez commencé à en donner des éléments historiques déjà, sur le fait que ce que représente aujourd'hui Ousmane Sonko par rapport à Mamadou Dia dans le passé, donc qui est comme un peu la continuité de l'histoire, mais aussi de ce type de trajectoire de ces hommes politiques. Mais la question c'est pourquoi Ousmane Sonko dérange et pourquoi il est la cible pour la France? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi l'écarter? Et en quoi c'est aussi important pour la France? Et jusqu'où aussi cette tentative de neutralisation peut aller? Oui, alors, Ousmane Sonko, il n'est pas contre le peuple français. Il l'a déjà manifesté à plusieurs reprises lors de ses allocutions. Par contre, il est contre la politique africaine de la France, en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. Et il a été très clair. Il souhaite privilégier les intérêts supérieurs du Sénégal. Ça, c'est le premier facteur. Donc, ça veut dire que toute la politique qui prévaut aujourd'hui, officieuse, où l'on favorise éventuellement les intérêts de la France, n'aurait plus cours dans l'avenir si éventuellement Ousmane Sonko accède à la présidence du Sénégal. La France serait un partenaire, mais parmi d'autres. Peut-être pas un partenaire aussi privilégié qu'il l'est actuellement. En tous les cas, Ousmane Sonko, en qualité de président, serait sans doute plus alerte sur l'équilibre entre l'intérêt supérieur, je le répète, du Sénégal et l'intérêt donc général. C'est pour ça que j'appelais la République, que tout le débat portait finalement sur la République sénégalaise. La République sénégalaise, c'est la chose publique, c'est l'intérêt général, c'est de faire prévaloir finalement l'intérêt général. Et bien là, il y aurait une modification possible donc de la politique au Sénégal, puisque vous savez bien que notamment l'enjeu fondamental dans les années à venir, et cela vaut pour l'Afrique en général, c'est de réformer l'économie africaine, de transformer cette économie africaine. Voilà. Et ça, il y a des perdants dans cette transformation.
Et les perdants, ce sont essentiellement les multinationales. Et donc pour le Sénégal, ce sont les multinationales françaises. Donc vous voyez que le discours politique et finalement la pensée politique d'Ousmane Sonko ne favoriserait pas les intérêts des multinationales françaises et plus généralement de l'intérêt français. On peut y englober également l'influence, la culture, bien d'autres dimensions. Il ne faut pas se focaliser que sur l'économie. Et puis, il y a un deuxième point, je vous l'ai dit, c'est que pendant toute cette phase qui va nous conduire jusqu'aux prochaines élections en 2024, il y a, et je reviens dessus, cette phase d'instabilité. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko, aujourd'hui, est le symbole d'une instabilité possible au Sénégal. On l'a vu en mars 2021. Et donc, à chaque fois qu'il appelle finalement à des manifestations, les chancelleries européennes prennent peur. Et c'est le cas aussi en France. Et c'est pourquoi, lorsque Nicolas Sarkozy s'est déplacé, il y a eu ce que j'appelle, vous savez, dans la presse sénégalaise, à chaque fois qu'il y a des deals, on aime bien parler de protocole. On a parlé du protocole de Doha, on a parlé du protocole de Rebeu, anciennement, pour Idrissa Seck. On a encore parlé, par rapport à l'affaire de Karim Wade, du protocole de Conakry. Eh bien, moi, je parle aujourd'hui du protocole de Paris. Le protocole de Paris, il est très clair. Il y a un soutien qui se fera de façon officieuse, pas de façon, j'allais dire, très claire de la part de la France, puisqu'aujourd'hui, avec les États-Unis, ils ont pris de Paris de faire un distinguo entre ce qu'on appelle les démocraties occidentales et finalement les autocraties, que seraient la Chine et la Russie, et le démarquage, donc c'est la démocratie. Donc, dans les discours officiels, vous entendrez tout le temps la France appeler à la démocratie, d'accord, et au respect du choix des peuples. Mais officieusement, l'affaire est beaucoup plus compliquée, et c'est dans ce sens que je reviens par rapport à ce protocole de Paris. Il est évident que Ousmane Sonko ne fait pas l'affaire des Français. Et à partir de là, il y a un soutien officieux à Macky Sall, c'est évident, pour éventuellement un troisième mandat. Clairement. À une personnalité qui choisit, mais pour l'instant, on se dirigerait plus vers un troisième mandat de Macky Sall. En tous les cas, les actes semblent posés aujourd'hui pour parler de troisième mandat, même s'il s'en défend. Il est évident que la France va essayer d'être très stratège par rapport à cette question-là, parce que ce n'est pas une chose aisée. Elle le sait très bien qu'elle marche sur des œufs, parce que je vous parlais tout à l'heure de forces contradictoires, et dans ces forces contradictoires, il y a une jeunesse qui sert de bouclier à Ousmane Sonko, et cette jeunesse est très déterminée, et ça, c'est une donnée dont dispose finalement Paris. Et le protocole de Paris, c'est très simple, c'est de dire, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stabilité. On a déjà des problèmes aux portes de l'Europe, d'accord ? Ne rajoutons pas au désordre finalement international dû au Covid et à la guerre de l'Ukraine encore du désordre supplémentaire. Nous avons de grands intérêts au Sénégal. Protège ses intérêts, on te soutient officieusement, mais le protocole de Paris, c'est de s'entendre éventuellement. Là, il commence très fort. Vous avez entendu Macky Sall, c'est de dire on respecte le code électoral, on interdit la manifestation et on est en train de barricader. On sait très bien, on l'a vu en direct. Le domicile d'Ousmane Sonko et la place de la Nation. Mais c'est de dire que on commence fort, d'accord. La force est à la loi, et puis après c'est de dire éventuellement si on va vers une configuration mars 2021, on va lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est éventuellement, et c'est ça le protocole de Paris, parce que c'est la stabilité qui compte pour la France, c'est soit éventuellement le report des élections législatives et de les coupler avec les élections présidentielles de 2024, ou une deuxième option possible, c'est en réalité de donner raison, mais je ne crois pas qu'on en arrivera là, c'est de donner raison aux revendications finalement d'Ousmane Sonko, c'est de rétablir la liste des titulaires. Pourquoi je ne pense pas qu'on en arrivera là? Parce que c'est une aubaine pour Macky Sall finalement d'être tombé sur une erreur matérielle de la part de l'opposition. Il en tire profit.
Et il y a aussi une troisième voie, et j'aimerais qu'on l'explore, cette troisième voie, qui est celle de la confrontation et qui est très possible aujourd'hui à la lumière de tout ce qui est en train de se passer. Vous avez parlé de soutien officieux, mais ce soutien peut aussi aller beaucoup plus loin. On l'a vu ailleurs en Afrique. Jusqu'où la France, dans son soutien pour neutraliser la foule, quand je dis la foule, les manifestants, donc pour neutraliser ce vent de contestation, jusqu'où la France pourrait aller, compte tenu de tout ce que nous savons aussi de l'histoire, dans le cadre du Sénégal. Oui, vous savez qu'Ousmane Sonko a fait les dernières sorties où il a parlé de complot, il a parlé éventuellement d'attentats qui pourraient, là on parle éventuellement même d'arrestation pour atteinte à l'ordre public. Là, ça nous rappelle, ça nous renvoie exactement au même type, j'allais dire, d'argument qui avait été utilisé en mars 2021 par le ministre de l'Intérieur sénégalais. Jusqu'où la France ira, elle ne soutiendra jamais, ça c'est une certitude, Macky Sall, jusqu'au boutisme, c'est-à-dire éventuellement s'il sent que tout est impossible, elle préfère encore la négociation et sauver les meubles. Par contre, jusqu'en 2024, elle pense qu'il est possible que la situation se retourne en faveur de Macky Sall. Ils vont jouer beaucoup sur la stabilité internationale, ça c'est une évidence, et c'est pour ça que d'ailleurs dans ma dernière intervention médiatique, j'ai parlé de cette loi sur le terrorisme qui a été réactivée après mars 2021 et aujourd'hui on voit aussi que dans le vocabulaire qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur, elle est également réactivée. Et ce n'est pas par hasard si effectivement Ousmane Sonko a parlé d'attentats possibles qui pourraient être attribués. Je ne crois pas qu'on ira jusque-là. Moi, je pense quand même, vous en parlez tout à l'heure, cette loi votée le 25 juin 2021 sur le terrorisme, et qu'on sait que si on l'étend, ça va beaucoup plus loin. C'est une loi liberticide qui cherche à empêcher l'expression des libertés individuelles, surtout politiques. Mais, et vous l'aviez dit vous-même, le fait qu'il y avait des magistrats français qui ont participé à l'élaboration et à la rédaction, ça aussi c'est une forme d'ingérence. Et si l'objectif final au niveau politique, c'est d'empêcher aux dirigeants politiques, aux leaders politiques de pouvoir s'exprimer, et que ça peut même mener à leur arrestation, mais là aussi, on voit toujours la main de la France derrière. Et c'est là où c'est beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus grave, parce que sans nécessairement le faire de façon apparente, on continue à avoir un contrôle sur la scène politique, et surtout un contrôle sur ces leaders-là comme Ousmane Sonko qui prônent le changement. Oui, mais c'est toujours les réseaux France-Afrique qui sont actifs. Parfois, les têtes ont changé, elles sont plus jeunes, comme Emmanuel Macron, on vous sert de nouveaux discours, mais sur le fond, finalement, rien n'a changé. Il s'agit bien de contrôler l'Afrique et de faire en sorte que cette Afrique, finalement, puisse dépendre encore de la France. C'est pour ça que je renvoyais à l'expression de Valdiodio Ndiaye quand il parlait de l'objectif du Sénégal, c'est l'indépendance. C'est un mot qui était extrêmement fort, qui était prononcé donc juste à côté du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Et pour revenir finalement, effectivement, sur cette loi sur le terrorisme, vous savez, il y a beaucoup de lois qui sont bonnes finalement dans leur état d'esprit au Sénégal. Moi, la loi sur le parrainage, la loi contre la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des lois qui peuvent être nécessaires. Simplement, ces lois sont détournées. Et cette loi sur le terrorisme, vous le disiez, elle est très liberticide, puisque à travers des notions finalement très abstraites en droit, telles que l'ordre public, et là vous voyez bien que le Sénégal a repris la définition française, vous voyez bien l'influence française d'ailleurs, puisque la France avait été le chef de file sur la scène internationale et au niveau des Nations Unies pour la convention donc de la lutte contre le terrorisme, parce que la France avait été très frappée et elle considérait qu'il était nécessaire que les Nations Unies puissent adopter une loi donc sur le terrorisme. Et il y avait eu toute une bataille d'influence entre les États, et finalement les Nations Unies n'avaient pas retenu la définition française qui incluait l'ordre public, alors que le Sénégal, elle, a inclus dans sa définition du terrorisme l'ordre public. Et comme vous le dites,
ça peut inclure finalement différents types de situations, y compris finalement les manifestations qui pourraient déboucher sur des insurrections. Et là, voyez bien que l'on pourrait accuser Ousmane Sonko tout simplement de haute trahison, de complot, etc. Et tout cela se met en place. Et ce sont aussi évidemment des assurances qui ont été données à la partie française par Macky Sall lors de la visite de Nicolas Sarkozy, de rassurer en disant je contrôle la situation. Je contrôle la situation par un arsenal juridique. Je contrôle la situation parce qu'aujourd'hui, juridiquement, regardez, ils ne peuvent pas présenter leur liste, mais les élections auront lieu, c'est la démocratie. Donc, vous voyez, je ne porte pas atteinte finalement à la démocratie. Les élections législatives auront lieu. Simplement, il faut respecter le code électoral. Voilà ce que c'est le discours. C'est le discours tenu par Macky Sall ces derniers jours. Et puis, il y a après tout un arsenal. Et c'est en ce sens que je parle d'un puzzle. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un désordre issu de ces manifestations, on saura prévaloir le retour à la sécurité publique, notamment en invoquant cette loi sur le terrorisme, qui est extrêmement liberticide. Donc, évidemment, et ça a été, je dirais, quasiment une marque de fabrique de Macky Sall depuis l'arrivée de son pouvoir, c'est toujours de détourner les lois. C'est-à-dire, et c'est en ce sens que c'est très anti-républicain ce qu'il fait. Et je reviens encore à mon discours des forces contradictoires et Ousmane Sonko ne pourra jamais rencontrer et s'entendre avec Macky Sall pour une simple raison, c'est que ils ne vivent pas la République de la même manière. La République finalement, salienne, finalement, elle est là pour protéger un pouvoir. On ne protège pas un pouvoir, on protège un peuple, on sauvegarde un peuple, mais on propose le bien-être au peuple, le bien public, mais en aucun cas on protège les intérêts privés. Or, malheureusement, Macky Sall, c'est ainsi qu'il conçoit la République sénégalaise. Et dans ce sens que, pour en revenir à votre question plus générale, pourquoi il fait peur et qu'est-ce qu'incarne finalement Ousmane Sonko et pourquoi il est autant suivi par les jeunes, c'est que j'ai l'impression que les jeunes, il y a une véritable désespérance. Et c'est évident que Ousmane Sonko incarne, et c'est très dur ce que je vais dire, mais la dernière espérance. La dernière espérance. Jusqu'à maintenant, on leur a toujours vendu le développement, depuis les années 60. On leur a dit, calmez-vous, les aînés sont au pouvoir, les jeunes, laissez-nous travailler, on va accéder au développement. Les 70 ans qu'ils entendent ce type de discours. L'émergence, le développement. Ils ne voient rien arriver. Le chômage, et c'est là, c'est très important parce que on tient très souvent le discours de l'insécurité issue de ces manifestations, toute manifestation, évidemment, provoque une instabilité. C'était le cas en France avec les Gilets jaunes. C'était le cas également aux États-Unis récemment avec Trump. Mais c'est le cas aussi au Sénégal. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité des manifestations. Évidemment, elles peuvent déboucher sur l'instabilité. Mais moi, c'est pas cette instabilité que je condamne. Bien sûr, même si on ne prie pas pour l'instabilité, on prie évidemment pour la paix du Sénégal. Ça, c'est extrêmement important. Il faut le signaler. Mais moi, c'est l'instabilité que je condamne le plus, pas l'instabilité des manifestations, parce que c'est la cause d'une autre instabilité qui me paraît beaucoup plus préoccupante. C'est en réalité l'instabilité structurelle, c'est-à-dire cette instabilité qui est causée par nos gouvernants, cette instabilité qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes, une grande majorité de jeunes au Sénégal sont au chômage, et pourtant ils sont extrêmement diplômés. Regardez tous les jeunes qui sont aujourd'hui au PASTEF, ils sont très instruits. Vous n'avez pas affaire à des gens, on pourrait dire, regardez, ils sont manipulés. Non, ils ne sont pas manipulés, nullement. Ils sont extrêmement intelligents et réfléchis. Seulement, ils considèrent qu'aujourd'hui, il est temps de se libérer. Il est temps pour le Sénégal de commencer une nouvelle ère d'indépendance. Et j'allais dire une vraie indépendance. Donc si on pouvait comprendre les difficultés rencontrées au tout début de l'ère d'indépendance du Sénégal, notamment par Senghor, parce qu'il s'agissait de structurer finalement l'État sénégalais, de créer l'État sénégalais, de s'imposer aussi par rapport au pouvoir local. Aujourd'hui, toutes ces motivations ne sont plus valables. Il existe un État sénégalais, il existe une doctrine d'État au Sénégal. Par contre,
il n'existe pas encore une réelle indépendance au Sénégal. Et c'est ce que symbolise Ousmane Sonko. Et c'est ce qui est très déplorable si on regarde aussi ce qui se passe aux alentours, que ce soit au Mali, en Guinée, au Tchad, de voir encore que la mainmise, hein, donc vous le disiez tout à l'heure, la continuité, la pérennité même du système de la France-Afrique. Et ça se passe aussi dans un contexte où actuellement on prépare les élections législatives du 31 juillet 2022 et un peu plus tard, 16 mois après, l'élection présidentielle au Sénégal. Ça se passe aussi dans un contexte de découverte de gaz, de pétrole, donc de cette ambition qu'a le Sénégal de devenir un pays économiquement prospère, mais toujours avec la France qui est là, qui cherche à protéger ses intérêts. Ça s'est passé au Mali, mais quelle réflexion ça vous amène à avoir de cette relation de dépendance, mais surtout de cette volonté permanente de vouloir contrôler les ressources naturelles africaines de la part de la France et par extension des pays étrangers et des multinationales? Oui, et de façon générale, c'est une vérité géopolitique que vous nous dites de la part des puissances mondiales, des premières grandes puissances finalement, qui, pour faire tourner leur économie, ont besoin de ressources premières et notamment de ressources fossiles. C'est un enjeu capital et on voit bien à travers la guerre de l'Ukraine notre dépendance au niveau du gaz par rapport à la Russie qui pose un réel problème. Alors même si la France a une politique énergétique indépendante depuis le général de Gaulle avec le nucléaire, il n'empêche que tout ce qui est pétrole et gaz pèse encore beaucoup dans notre politique énergétique. Et c'est vrai, les découvertes au large de Saint-Louis et de Rufisque eh bien, sont extrêmement importantes pour la France, même si on semble se réorienter aujourd'hui, en ce qui concerne le gaz, vers le Qatar, qui est devenu de nouveau le nouvel ami préféré de la France. Et je dirais même que les questions sportives au PSG, très souvent on le voit simplement sous l'angle sportif, mais on peut le voir également sous l'angle géopolitique, quand on a vu l'intervention de Nicolas Sarkozy, encore lui, et d'Emmanuel Macron dans le dossier d'Mbappé. Tout cela aussi s'explique parce que Total Energy vient d'avoir un des plus grands marchés et bien de gaz et d'offshore en ce qui concerne donc le Qatar et évidemment le Qatar a l'ambition aussi de devenir le plus grand, le fournisseur numéro 1 en termes d'énergie de gaz pour la France et l'Europe. Donc vous voyez, tout cela nous dépasse d'une certaine manière, mais c'est pour dire que ces puissances, grandes puissances économiques dépendent des autres finalement pour leur énergie. Et vous savez qu'on trouve tout en Afrique. L'Afrique est extrêmement riche en toute matière et ce qui explique peut-être le malheur de l'Afrique depuis les périodes de colonisation. On aurait pu même parler d'esclavage, mais c'est autre chose, puisque là on n'exploitait pas, parler d'autres exploitations, mais surtout une période de colonisation avec donc l'arrivée de l'or noir et puis la post-indépendance. Donc pour la France, il est évident qu'il vaut mieux avoir de bons amis dans des pays comme le Sénégal et ailleurs en Afrique que d'amis qui finalement ne servent pas suffisamment ou pas assez vos intérêts, ce qui explique la peur. Je dis bien la peur. Je crois que le mot est tout à fait réfléchi. C'est la peur qui empare aujourd'hui les chancelleries et surtout l'Élysée et l'ambassade de Dakar, eh bien l'ambassade de France, c'est de se dire nous ne voulons pas l'arrivée d'Ousmane Sonko au pouvoir. C'est parce qu'il présente un véritable danger. Et ça, je crois que tout le monde l'aura bien compris. Mais ce que on peut peut-être éclairer vos auditeurs, c'est effectivement, et vous avez utilisé un terme très juste tout à l'heure dans votre interview, vous avez parlé, c'est pernicieux. Tout ce qui est en train de se faire, c'est dans le dos du peuple sénégalais. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est dans les officines. Vous parliez récemment d'un voyage de Macky Sall à Paris.
il est de coutume, effectivement, que les représentants se déplacent finalement dans la capitale, Paris, qui est restée une capitale africaine. On y rencontre finalement des PDG de multinationales. On ne vous donnera pas d'agenda particulier. On y discute, on y négocie beaucoup à Paris, même si Macky Sall avait été invité à l'OCDE pour discuter du nouvel ordre international économique tel que décidé par les Occidentaux. Mais vous voyez, et là j'en reviens encore à Ousmane Sonko, ce qui différencie des autres, c'est important, c'est que dans les années 70, un groupe africain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York avait créé le nouvel ordre international économique. On y trouvait toutes les questions que l'on aborde aujourd'hui. Plus d'indépendance, transformation de l'économie, etc. Et là, Macky Sall est invité finalement 60 ans après pour discuter des mêmes choses, mais qui avaient déjà été discutées par des pairs africains. Et donc malheureusement, ça n'a pas abouti parce que les États-Unis et les grandes puissances comme la France n'en voulaient pas, parce que ça remettait nettement en cause, tout simplement l'économie mondiale libérale et néolibérale. Et ça, ils n'en veulent pas. Voilà. Donc, on est confronté à ce type de difficulté, c'est-à-dire véritablement, et c'est en ce sens que je reviens sur mon expression de science politique, des forces contradictoires, c'est-à-dire, vous voyez bien l'Occident qui ne tire pas dans le même sens que l'Afrique. Vous voyez bien, puisqu'on est dans domination économique et mondiale de l'Occident, et elle souhaite le maintenir. Et puis, d'un autre côté, au contraire, le réveil de la jeunesse africaine qui, elle, ne souhaite plus suivre ce chemin-là et souhaite également profiter du marché, d'un véritable marché de travail au Sénégal, parce que très bien, on construit des routes, on construit des autoroutes, on construit des stades, tout ce que vous voudrez, c'est utile, c'est nécessaire, je ne discute pas de l'utilité, mais tant que vous n'avez pas d'un marché emploi effectif, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Et ça, les jeunes Sénégalais veulent travailler au Sénégal, ils ne veulent pas immigrer, ils veulent réussir au Sénégal, et c'est pour ça qu'ils font aussi confiance à Ousmane Sonko. Ok, très bien. Emmanuel Difourneau, qui était notre invité, merci pour cet éclairage. Alors, je pense que là, c'est un petit message à l'attention des Sénégalais, et plus particulièrement des jeunes. L'émission aujourd'hui, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'est pas seulement une affaire politique. Donc, il s'agit plutôt de géopolitique internationale avec ces relations qui s'entretiennent entre la France, l'Afrique, le Sénégal et la France. Emmanuel est revenu, on en a parlé de long en large lors de cette discussion, de cette entrevue, et il l'a bien développé, il l'a bien expliqué, que ce soit Nicolas Sarkozy, Macron et tous les autres, donc ils cherchent aujourd'hui à continuer leur contrôle sur l'État sénégalais, et plus particulièrement des intérêts français au Sénégal, et qu'il y a quelqu'un qui est en ligne de mire. Cette personne, c'est nul autre que Ousmane Sonko, parce qu'il incarne ce changement, cette volonté de rupture par rapport à l'assujettissement, par rapport à la domination que le Sénégal a connue depuis son indépendance, et qu'aujourd'hui, c'est aux Africains, c'est aux Sénégalais de prendre leur destin en main. Je pense qu'il arrive un moment dans l'histoire où il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça se passe de façon tellement pernicieuse, et que ça se fait sur le dos des Sénégalais qui ne sont pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, et que c'est seulement des petites minorités de part et d'autre qui cherchent à sauvegarder leurs intérêts, et ça se fait au détriment des Sénégalais. Donc c'est aux Sénégalais de prendre leur destin en main, c'est aux Sénégalais de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quel type de génération, quel type d'héritage ils veulent laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko représente ce changement, représente cet espoir-là de cette jeunesse, au-delà de sa personne. C'est de pouvoir se détacher, c'est de pouvoir se libérer de ces chaînes de domination. Alors, la manifestation d'aujourd'hui est certes interdite, mais si on laisse faire, toutes les autres manifestations à venir seront interdites. Et c'est dans la Constitution, c'est dans ce qui est notre charte fondamentale qui permet aux Sénégalais de pouvoir exprimer leur frustration, et c'est à juste titre, parce qu'on a vu comment on peut écarter aujourd'hui cette liste nationale dans laquelle on retrouve les leaders de l'opposition
avec une élection à venir qui est tellement importante pour permettre aux Sénégalais de choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale, on leur empêche cela qui est tellement d'une façon qui est une forfaiture, il faut le dire, parce que rien ne justifie ça légalement. Mais en plus de cela, de leur empêcher de pouvoir s'exprimer, de dire leur colère, de dire qu'ils ne sont pas contents. En plus, ils ont pu montrer qu'ils sont capables de tenir des rassemblements, de grands rassemblements, sans nécessairement verser dans la violence. Donc ici, il s'agit d'une provocation de vouloir interdire la manifestation d'aujourd'hui et très probablement de celles qui suivront. Alors, les Sénégalais, encore une fois, la situation est entre vos mains. Le peuple est beaucoup plus fort et c'est le peuple à qui revient cette responsabilité-là de se prendre en main et de se dire, nous, quel type, est-ce qu'on accepte ce qui est en train de se faire et qu'on connaît depuis très très longtemps, qui nous poursuit, et ces relations, soit de cette minorité dirigeante envers son peuple ou de l'étranger envers les pays africains, quand je dis l'étranger plus particulièrement la France, et Emmanuel en a beaucoup parlé. Alors, aujourd'hui, c'est une journée qui est décisive. Il faut protéger, on va le dire comme on l'entend souvent, il faut protéger le projet. Mais il faut surtout protéger celui qui est le porte-étendard de ce projet-là, qui est le président Ousmane Sonko, président de PASTEF, et tous les leaders aussi. Parce qu'au-delà de sa personne, c'est la protection du Sénégal, de l'avenir du Sénégal et des intérêts sénégalais au Sénégal. Parce qu'après tout, tous les autres qui gravitent autour, qui cherchent à neutraliser, qui cherchent à contrôler, ce qu'ils veulent, c'est protéger leurs propres intérêts en oubliant le peuple. Alors Emmanuel, dernière question, on s'achemine vers une journée très incertaine qui pourrait basculer parce que ce qu'on a vu de la détermination de cette jeunesse-là, elle voudrait pas, elle va pas reculer. Et on n'aimerait pas revivre ce qu'on a vécu au mois de mars 2021, quoique aujourd'hui on arrive comme la ligne rouge est franchie avec cette invalidation de la liste, cette volonté de vouloir à chaque fois interdire les manifestations. Ce serait, et c'est dommage pour le Sénégal, vous êtes, comme je le disais dans l'introduction, un observateur de la scène politique sénégalaise. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que le Sénégal reculait de plusieurs années alors qu'il était vu comme une vitrine de la démocratie, comme un pays stable, et de voir qu'aujourd'hui encore Macky Sall derrière tout ce qui est en train de se passer, simplement pour vouloir neutraliser l'opposant Ousmane Sonko, mais en même temps aussi vouloir se perpétuer au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout cela? Oui, évidemment, moi qui ai connu particulièrement le régime d'Abdoulaye Wade au tout début de son premier mandat, il y avait un véritable acquis démocratique avec cette première alternance historique dans la vie politique sénégalaise. Et quand je vois aujourd'hui les difficultés qui se répètent sur les questions d'alternance et donc sur la démocratie et sur les élections législatives qui sont essentielles, puisqu'il s'agit de voter pour la représentation des peuples, ce n'est pas rien, une élection évidemment extrêmement importante, ça me rend évidemment triste. Mais je voudrais vraiment souligner une chose pour finir, qui est très importante, et ce qui prouve d'ailleurs la complexité du travail de l'opposition. C'est que non seulement elle doit, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je souhaiterais le répéter, elle doit se battre pour les acquis démocratiques, parce que ces acquis-là ont été remis en cause par Macky Sall. Et c'est d'autant plus, pour reprendre encore votre terme, pernicieux, que finalement, à chaque fois qu'il met en avant une loi, on a l'impression qu'effectivement c'est une avancée démocratique, mais au final il détourne cette loi. Et ça c'est terrible. En réalité, ce qui me paraît le plus important, c'est que non seulement l'opposition, elle a un travail extraordinaire à réaliser, elle doit se battre chaque jour pour que ces acquis démocratiques ne soient pas remis en cause par Macky Sall, mais en plus de ça, et ça c'est une nouveauté, et on l'a dit tout au long de cette intervention, c'est qu'elle doit se battre pour un projet. Je crois que vous avez utilisé ce terme-là tout à l'heure. Elle doit se battre pour un projet, c'est-à-dire pour une nouvelle république sénégalaise. Donc vous voyez qu'il y a un double enjeu. C'est pour ça que je parlais de force opposante et de force contradictoire. Toujours se battre pour la démocratie, mais également, parce que si vous vous battez pour la démocratie, mais que rien ne change, c'est-à-dire qu'il y a une alternance, mais que finalement les institutions restent les mêmes et que c'est seulement les personnes qui changent,
finalement, ça ne sert pas à grand-chose. La démocratie, c'est vraiment une coquille vide, en l'occurrence. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un changement profond. Et je voudrais en terminer par là. C'est le Conseil constitutionnel. Moi, depuis des années, en tant qu'observateur, à chaque fois que j'interviens, je souhaite une réforme du Conseil constitutionnel sénégalais. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est la clé de voûte de la démocratie sénégalaise. Et pourrait l'être davantage encore. Là où Ousmane Sonko est intervenu ces derniers jours, pour notamment se plaindre du comportement des juges constitutionnels, oui, effectivement, les juges du Conseil constitutionnel, on pourrait leur reprocher de ne pas être assez créateurs de droit. Et vous voyez que très souvent, les juridictions suprêmes en Europe, même je cite la Cour européenne des droits de l'homme, sont créateurs de droit. Même la Suisse en est félicitée récemment pour dire que finalement sa société avait profondément changé grâce à la Cour européenne des droits de l'homme. Primauté du droit, c'est fondamental. Bon. Mais finalement, le Conseil constitutionnel sénégalais n'est pas assez créateur de droit. Ils sont, j'allais dire, s'arc-boutent sur une lecture très austère finalement du droit. Bon. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne réforme pas le Conseil constitutionnel sénégalais, les questions se poseront toujours de la même manière. Ce qu'il faut, c'est un Conseil constitutionnel qui soit plus adapté aux réalités sociopolitiques sénégalaises et qu'il puisse notamment tirer profit de ce qu'est le Sénégal et notamment de la sagesse des Sénégalais et notamment de l'importance de cette stabilité. On parle de la stabilité, mais qui est due aussi aux confréries. Les confréries jouent un rôle très important sur la stabilité de la vie politique au Sénégal. Ça veut dire qu'il ne faut pas envisager le Conseil constitutionnel simplement comme une juridiction, comme si seulement il n'y avait que le droit. Non, il n'y a pas que le droit. Claire. Vous voyez que par exemple, si on avait eu des sages, c'est l'expression qui a été utilisée par notamment Ousmane Sonko, ils auraient pu dire le droit autrement et en y intégrant notamment des dimensions de la vie politique sénégalaise, pas seulement du droit strict, stricto sensu. Et c'est en ce sens qu'il faut vraiment une réforme et notamment faire en sorte que les attributions du Conseil constitutionnel, d'ailleurs qui devrait être débaptisé, le Conseil constitutionnel, il a été créé par des Français, la Constitution sénégalaise a été écrite en partie par des Français, donc vous avez même la Déclaration des droits de l'homme, référence 1789 dans le préambule de la Constitution de 2000, donc il faut se défaire véritablement de ça et vraiment inventer des institutions et faire en sorte que ces institutions collent davantage par rapport à l'histoire politique du Sénégal et à tenir compte des forces vives de la politique sénégalaise, des mots, j'allais dire donc des confréries, et autres, et les intégrer dans le futur Conseil des sages, où lorsque notamment, il y a une polémique, une controverse sur le plan électoral, il puisse être saisi, et là, vous n'avez pas simplement de façon officieuse des confréries, elles interviennent, c'est institutionnalisé. C'est ça qui est très important. Les institutionnaliser et faire en sorte que ce Conseil des sages puisse se prononcer sur des différends qui puissent opposer l'opposition et leur avis sera respecté. Pourquoi ? Parce que ce sont les forces vives de la nation sénégalaise et personne ne leur dira non. Personne n'osera dire non, finalement, aux confréries et à d'autres forces vives issues de la nation. Donc je pense que si l'enjeu véritablement de l'opposition, c'est effectivement d'être toujours vigilant et de se battre. Je sais que c'est pas amusant, mais il faut le faire, se battre tout le temps pour la démocratie, les acquis de la démocratie au Sénégal, mais aussi inventer une nouvelle république sénégalaise avec de nouvelles institutions. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Ousmane Sonko continue de faire peur, parce qu'au-delà de la décolonisation économique dont on a longuement parlé, il s'agit aussi d'une décolonisation culturelle. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est simplement tout un changement de paradigme dans la perception, dans la façon de concevoir nos lois, et que ça colle davantage à nos réalités sociales et culturelles. Alors c'est sur ces mots-là que prend fin cette émission spéciale de cette journée aussi spéciale. On suit de près ce qui est en train de se passer au Sénégal. Restez connectés sur Jotna Media, sur nos deux plateformes YouTube et Facebook pour voir. On va vous retransmettre, on va vous donner tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. On a nos reporters qui sont sur place. Alors ne manquez pas tout ce qui va se passer. On va essayer de suivre ça et de vous donner toutes ces informations-là dont vous aurez besoin au courant de cette journée. Encore une fois, c'était Emmanuel Desfourneaux, juriste,
observateur politique qui intervient régulièrement dans le débat politique. Merci de votre disponibilité. On aurait aimé faire même l'émission hier, mais il est resté disponible pour aujourd'hui encore, si en pleine journée en France. Merci Emmanuel et merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Jotna Media Group. À la prochaine. Vive le Sénégal. Vive le projet, on va le dire, et protéger le projet, protéger également le porte-étendard de ce projet qui est le président Ousmane Sonko. C'est votre destin et il est entre votre main et entre vos mains. Merci beaucoup Emmanuel et à la prochaine. Au revoir. ca njëlbeen mu doon tomb xalaat bu xalimay gis-gis bu yees bëggoon a rëdd tey ñuy seen fi ñu bëgg a yegg. Juin 2019 la tàmbali woon bii sumb bëgg sa réew lalu woon ci xalaat bu sell njàngale muy jariñ askan wi yépp ak royukaay bu ñépp nawloo tey mooy dox ba weesu suñu ay njort def lu bees jàngale doon jiitukaay muy ëmb suñu taarix Jotna Media Group di yam képp ci lu mu dañak ca njëlbeen mu doon tomb xalaat bu xalimay gis-gis bu yees bëggoon a rëdd tey ñuy seen fi ñu bëgg a yegg. Juin 2019 la tàmbali woon bii sumb bëgg sa réew lalu woon ci xalaat bu sell njàngale muy jariñ askan wi yépp ak royukaay ñépp nawloo tey muy dox ba weesu suñu ay njort def lu bees jàngale doon jiitukaay muy ëmb suñu taarix bu ñépp bokk Jotna Media Group di yam képp ci lu mënta ñàkk. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Jotna Media Group. Donc, vous nous suivez sur YouTube et sur Facebook de Jotna. Heureux de vous retrouver.